Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, questionnaire pour analyser l'accessibilité universelle aux lieux publics au Témiscamingue, succès pour le tournoi de Old School Gamers, deuxième édition du souper aux saveurs africaines, rencontre avec Mario Provencher et Stephen Blaney, et reportage sur la première ronde éliminatoire pour les Pirates de Ville-Marie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce bulletin d'information et revue de presse InfoTémis. La Corporation du transport adapté du Témiscamingue a mis sur pied un questionnaire d'analyse sur l'accessibilité universelle des lieux publics au Témiscamingue. Cette initiative a pour but de répertorier les endroits faciles d'accès pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que les lieux publics qui présentent des lacunes d'accessibilité. Parmi les partenaires du projet figure la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue et sa coordonnatrice Jacinthe Marcoux nous en donne plus de détails. On parle de l'accessibilité universelle des lieux publics et des voies publiques au Témiscamingue. Ça fait quand même un bout qu'on en parle. Il y a des gens qui circulent, qui ont des difficultés de mobilité, que ce soit qui circulent avec une canne, avec une marchette, des fauteuils roulants, ou même une maman avec une poussette, un sac à couche. Hein, on se voit, là, on se voit aller, là. Il y a des endroits où c'est un désastre de rentrer là. Donc, on s'est mis quelques personnes ensemble. C'est surtout la Corporation du transport adapté qui a commandé, si on veut, la première rencontre. Donc, on est quelques intervenants autour de la table qui ont commencé à travailler sur les besoins. Et nous, on s'est dit, bien, il y a des groupes comme ça qui partent des besoins des entreprises, où ils font l'évaluation des entreprises, puis ils donnent des outils aux entreprises, puis il y en a d'autres qui ont parti des besoins des personnes. Donc, nous, on a choisi de partir des besoins des personnes. Donc, actuellement, il y a un questionnaire d'analyse des besoins des gens qui circulent. Il est disponible sur Internet, sur le site de la CDC. Il est aussi disponible sur le site du transport adapté, puis il est disponible papier, là, parce que c'est beaucoup plus facile de le remplir le papier là, qu'en ligne. Donc, ce questionnaire-là, en fait, on demande aux gens à quel titre ils répondent au questionnaire. Est-ce que je suis une personne qui a des difficultés de mobilité? Est-ce que je suis une personne, un intervenant qui travaille avec des gens qui ont des difficultés de mobilité? Est-ce que je suis un accompagnateur d'une personne dans ces conditions-là? Ou je suis un parent de jeunes enfants qui doit circuler avec la pousse-pousse puis tout ça? Donc, on demande aux gens qui ils sont, quelles difficultés ils ont aussi. Puis après ça, on va vers leurs lieux préférés, disons. Donc, on demande aux gens d'identifier 3 lieux où ils iraient plus, je ne sais pas, si c'était plus accessible. Donc, toutes les questions sont basées sur ces 3 lieux-là. Là, on parle de, premièrement, rentrer dans la bâtisse. L'entrée dans la bâtisse, est-ce qu'il y a des marches d'escalier? Est-ce qu'il y a une pente? Est-ce qu'il y a une main courante? On y va vraiment en détail dans tout ce qui concerne l'entrée. Après ça, c'est la circulation dans la bâtisse. Est-ce qu'il y a des boîtes partout qui traînent dans les allées? Est-ce que les allées sont assez larges pour circuler en fauteuil roulant? Ainsi de suite. Là, on y va dans le détail un peu partout. Donc, c'est vraiment ce genre de démarche-là qu'on est en train de faire. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va aller chercher beaucoup de données auprès de groupes communautaires, entre autres, qui ont comme participants des personnes qui ont des difficultés de mobilité, évidemment. On a déjà des groupes, fait qu'on va utiliser ça. On a aussi ciblé, par exemple, le centre
le pavillon du Hamel, où il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de mobilité. Donc, on va faire affaire avec les intervenantes là-bas qui vont nous aider à remplir ça. On va aussi cibler des classes qui ont... je pense qu'à Gig, il y a une classe qui s'appelle Libellule, où c'est une classe adaptée. Donc, on va demander au professeur ou au personnel qui est là pour cette classe-là de nous remplir ce type de fichier-là avec les jeunes. Tu sais, les jeunes vont pouvoir dire, bien, c'est quoi, où est-ce qu'on voudrait aller, nous, puis tout ça. Donc, c'est ce genre de données-là qu'on veut avoir pour identifier les lieux qui sont les plus populaires. Et on va commencer les démarches avec ces organisations-là ou ces entreprises-là en premier. Donc, ce sera à voir. Si les gens nous disent, bien, moi, quand il y a des activités au centre communautaire, là, je ne suis pas capable d'y aller. OK. Bon, on va commencer par le centre communautaire. Est-ce que quand je vais, je ne sais pas, moi, je vais aller à la poste, je ne suis pas capable. OK, bien, on va peut-être commencer par là. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de cibler les lieux les plus populaires que les gens veulent aller en premier. Puis après ça, bien là, on va outiller aussi les entreprises. Il existe des programmes de subvention, fait qu'on est vraiment en train de déplucher tout ça. Puis on va même mettre en place une espèce de cote de certification, bien, pas officiellement, mais tu sais, une espèce d'étampe que vous pourrez mettre dans votre fenêtre pour dire, nous, on cote numéro 1 sur l'accessibilité. Là, ça veut dire que c'est vraiment tout, là. Il n'y a aucune barrière, les toilettes, partout, tout, là. Et ainsi de suite, là. Fait qu'on va essayer d'y aller de cette façon-là, là, avec cette démarche-là. C'est vraiment de quoi de bien, là. Je pense qu'on va travailler fort, mais c'est vraiment intéressant comme projet. Les amateurs de vieux jeux électroniques ont pu se replonger en enfance lors de la première édition du tournoi de Old School Gamers qui avait lieu à Laverlechère le samedi 23 février dernier. Pour cette première édition, c'est le jeu de hockey sur glace Blade of Steel sur console Nintendo qui était à l'honneur. En tout, ce sont 15 participants qui se sont affrontés lors des 4 premières rondes éliminatoires. Pour organiser ce tournoi, Alex Neveu a réuni 6 consoles Nintendo ainsi que 6 téléviseurs, le tout installé au pavillon de Laverlechère avec un DJ, service de bar et des prix de participation. C'est Jérémy Babin qui a remporté la finale A et c'est Francis Bernard du côté de la finale B. L'organisation prévoit déjà donner suite à cette initiative. C'est une idée d'une gang de gars qui jouent de temps en temps à des jeux rétro. Puis à force de jouer puis de jaser qu'on devrait faire un tournoi, ben les paroles ont suivi, puis les gestes, puis à un moment donné, j'ai décidé de créer un tournoi pour le plaisir, en fait, puis pour tout le monde. On est toute une gang de chums, dans le fond, puis on joue déjà à ces jeux-là, des fois, entre gars, avec de la bière, puis on a bien du fun, fait que c'est juste pour ça. Fait que c'est sûr que ça nous tentait. Le rétro est quand même assez populaire, et au Québec, il existe 3-4 shops online que tu peux acheter du rétro. C'était plus de trouver les grosses TV cathodiques partout. Ça, c'était plus difficile. Puis une fois que j'avais trouvé, les gens ne voulaient pas y avoir. C'était comme « Ah, je te la donne, mais je ne veux pas y avoir. » C'était ça le deal. Il n'y avait pas de problème. On s'est débarrassé. C'est bien fait. C'est bien pensé, les vieilles TV, pour faire jouer les vieux Nintendo. Vraiment des classiques, même si on aurait pu prendre des ordinateurs pour faire jouer les jeux. Mais c'est tout les vrais Nintendo, les vraies manettes, des vieilles TV cathodiques pour faire marcher ça comme ça. C'est le fun pour ça. Vu que le Nintendo, c'est un système analogique, il fait un lag entre les deux. Fait que quand tu pèses les boutons, il y a une espèce de petit lag qui fait qu'il y a un délai. Fait que c'est pas agréable, surtout quand tu joues compétitif, là, moindrement. Et, il y a un délai là-dedans, puis c'est pas agréable pour personne. Puis aussi, les télévisions tellement grosses, les pixels ils grossissent tellement gros que c'est pas aussi beau aussi que les bonnes vieilles télévisions d'époque. Moi, je pense que ça va être génial. On avait du fun tantôt à se pratiquer. Puis, je pense que ça va être une très belle soirée. En fait, pour 20 $, tu viens ici, puis tu as 5 games minimum, puis tu joues 4 premières parties. Puis après les 4 premières, c'est 2 points pour une victoire, 1 point pour une défaite en prolongation. Puis les premiers du classement, ils vont s'affronter en finale. Puis les derniers du classement vont s'affronter dans une autre finale. Puis ils vont avoir les finalistes. Puis les gagnants vont avoir les premiers choix sur la table de prix en arrière de moi. C'est super le fun d'avoir un petit tournoi comme ça de gaming. C'est du rétro gaming, mais ça aurait été quelque chose de plus récent, ça aurait été bien le fun aussi. Quelque chose, un happening qu'on n'a pas beaucoup au Témiscamingue, donc c'est le fun au bout pour ça. C'est un jeu de hockey. Je l'ai chez nous. Je joue pas souvent. Quand on était plus jeune, on jouait beaucoup en chum, tu sais, mais j'aime le hockey, comme beaucoup de gens, dans le fond. Puis je trouve que c'est une belle soirée qui va rassembler le monde. Puis, on va avoir du fun. En fait, je veux un jeu simple et facile d'apprentissage pour qu'il soit adapté à tous. Fait que c'est des flèches, 2 boutons. La plupart des gens connaissent le hockey, fait que les règlements sont déjà acquis. Fait qu'il reste juste à savoir la fonctionnalité des boutons. Puis
C'est tout, fait que tout le monde peut jouer facilement. Mettons que ça vient rechercher ma nostalgie. J'ai fait une petite partie tout à l'heure, juste réentendre les petits sons qui fait revenir en enfance. C'est bien le fun pour ça. Mais sinon, ça fait des années que j'avais pas joué à ça. Je suis bien content du monde qui sont venus, puis j'espère que ça va continuer. Puis s'il y en a d'autres éditions, espérons que ça grandisse encore plus. Le Centre de femmes du Témiscamingue organisait pour une deuxième édition un souper à saveur africaine avec des Témiscamiennes d'origine africaine. Au menu de recettes africaines, bien sûr, revisitées selon la disponibilité des ingrédients, le tout cuisiné par des femmes originaires des différents coins de l'Afrique et qui sont établies au Témiscamingue depuis peu ou depuis déjà 14 ans selon les participantes. En plus de permettre à ces participantes de se réunir et d'échanger sur leur réalité et expérience, cette activité a réuni 75 femmes et enfants curieux de découvrir les saveurs de l'Afrique. Une réussite qui risque de grandir au fil des éditions. Ça a débuté l'année dernière. Il y a des femmes africaines qui fréquentaient le centre de femmes qui ont soulevé l'idée de faire un souper aux saveurs africaines. Donc, c'était 3 femmes originaires de 3 pays différents qui ont organisé. Puis, ça a été vraiment un succès. Il y a 45 femmes et enfants qui sont venus. Puis, il y a eu une demande pour qu'on refasse l'événement. Bien, dès que je l'ai vu passer sur Facebook, je me suis dit qu'il faut absolument aller là parce que c'est intéressant comme activité pour pouvoir rencontrer des femmes de d'autres cultures. Puis je trouve ça très généreux de leur part d'avoir offert ce repas-là avec des mets qui viennent chacune de leur pays. J'avais manqué la première édition. Puis le fait qu'il y ait plein d'enfants autour, je trouve ça vraiment extraordinaire aussi. Il y a de plus en plus de femmes, d'immigrantes et Témiscamingue, et donc de femmes immigrantes qui s'intéressent, qui ont envie de faire découvrir leur culture, qui ont envie de créer aussi cette rencontre-là, ce rapprochement-là. Fait que c'est vraiment leur idée, leur initiative. Puis le Centre de femmes, on avait envie de collaborer avec elles aussi pour l'organisation. Comme nous sommes des femmes aussi, on aimerait partager notre culture avec les gens de Ville-Marie. Et on a commencé ça l'année passée, puis on a eu du succès. Puis cette année encore, on dit, on refait un autre. Et puis c'est ça, on a fait un autre aussi cette année, puis on espère avoir le même succès que l'année passée. Là. Ça répond vraiment à un besoin parce que là, on a 75 femmes et enfants qui viennent manger ce soir. Puis on a une liste d'attente de femmes qu'il a fallu refuser parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas non plus accueillir 100 femmes. C'est triste, mais en même temps, ça prouve que c'est un succès puis que ça répond vraiment à un besoin. On n'a pas tellement la chance de goûter à des plats qui viennent d'autres pays puis d'autres cultures. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour essayer ça. Ça fait peut-être 2 mois qu'on a commencé à discuter du menu, puis qui s'impliquerait dans le souper. Puis là, depuis 9 h ce matin, on a fait l'épicerie il y a quelques jours. Fait que là, depuis 9 h ce matin, qu'on est à la cuisine. Puis c'est vraiment super intéressant parce que malgré qu'ils ont des plats quand même communs parce que, écoute, il y a une femme qui vient, 2 femmes du Niger, une femme du Burkina Faso, une femme de la Côte d'Ivoire. Il y a vraiment, tu sais, un beau mélange culturel. Ah, puis une femme marocaine, 2 femmes marocaines. Donc, il y a un beau mélange culturel, puis qui font des recettes, des fois, qui peuvent se ressembler, mais c'est intéressant de voir les différences culturelles même à propos d'une même recette, là. Donc, c'est super. C'est vraiment agréable de cuisiner avec ces femmes-là parce qu'elles ont vraiment une belle joie de vivre, sont heureuses, puis sont contentes aussi de créer ce moment-là parce que juste de faire la cuisine ensemble, c'est déjà un super beau moment en soi, là. On a du banane plantain. Il y a du couscous. C'est ça. Le couscous, le poulet mariné. Et puis, on a le riz de yassa. Puis, on a aussi du poulet à la saveur africaine. Ben, c'est du poulet d'ici, mais avec des épices africaines. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des salades, une salade africaine, je pense. C'est ça que vous faites? Ouais. Puis aussi, on a du jus de bissap. Puis, on a du déguet. Il y a une femme aussi marocaine qui a fait des tagines et des galettes de légumes. On a différents riz, une sauce aux arachides, une sauce aux légumes. C'était excellent. C'est des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne cuisine pas ici, mais vraiment, là, j'ai adoré tout. C'était tellement goûteux. La sauce aux arachides, moi, j'aime ça. Puis il y avait un poulet avec beaucoup d'oignons. C'est très relevé, ça, c'était bon. La petite sauce piquante. J'ai aimé beaucoup. Le bissap, il n'y a pas ça ici. Et puis, la tchéké, il n'y a pas ça ici. Et puis, le cube mangi, il n'y a pas ça ici.
Il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas se procurer ici. Là. Mais comme les oignons, les tomates, il y a ça ici. Là. Mais c'est vraiment nos épices africaines. C'est ça, on a de la misère à avoir. Tantôt, on parlait justement du fait à quel point c'était dur pour les femmes puis de s'approvisionner pour cuisiner justement ces plats-là. Puis ça m'a... Bien, c'est ça m'a sensibilisée. J'avais pas pensé à cet aspect-là. Puis là, ils ont réussi là, avec Montréal, Abitibi, à tout trouver. Fait que c'est intéressant cet aspect-là aussi. Ouais. Je pense que les gens se rendent compte aussi qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Il y a peut-être, il y a une curiosité, en fait, c'est sûr, qui est présente. Puis pour les femmes africaines, en fait, elles, ils ont envie aussi de défaire des préjugés, de créer cette rencontre-là. Ils nous trouvent super accueillants et accueillantes au Témiscamingue, mais parfois, ils trouvent ça quand même pas facile. Ils vivent quand même de l'isolement, de créer des liens. Ils sont beaucoup entre eux, mais ils ont envie de créer des liens aussi avec la population. Fait que c'est vraiment un beau moment pour créer ces liens-là, un souper pour faire une rencontre, justement, puis que les gens se rassemblent, ils discutent, puis s'ouvrent aux cultures, vice-versa. Moi, je suis mariée à un Québécois. Il n'est pas là dans la bouffe africaine. Donc, quand il n'est pas là, je fais ma bouffe africaine, je la mange, mais quand il est là, bien, on mange du québécois. Moi, je fais toujours la cuisine marocaine chez moi, mais je suis ouverte de manger québécois quand même. Je mange, je travaille dans une garderie, je mange le manger québécois où je suis, ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup couvrir des belles choses de Québec. Et chez moi, je mange plus marocain. Je pense que de se rassembler autour de la nourriture, faire goûter, c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Fait que c'est une bonne façon de pouvoir rentrer en contact avec d'autres gens, de partager qu'est-ce qu'on aime manger, qu'est-ce qu'on aime cuisiner. C'est sûr que c'est important pour nous. On organise souvent des ateliers, des choses entre femmes parce que les femmes ont besoin de se rencontrer, de discuter entre elles. Puis parfois, ça crée une intimité aussi qui laisse place à des sujets qui sont peut-être un peu plus tabous quand il y a des hommes. Les femmes réussissent à s'ouvrir un peu plus sur différents sujets. Mais c'est aussi qu'on est un organisme, en fait, pour les femmes. Fait qu'on travaille en conditions féminines. Nos subventions, c'est vraiment pour organiser des activités pour les femmes. Puis nous, c'est important de rendre nos activités accessibles à toutes les femmes. Donc, le repas est gratuit. Fait que c'est sûr que c'était quelque chose pour nous. On ne pouvait pas charger non plus aux hommes puis offrir le repas gratuitement aux hommes. Avec nos subventions, on peut pas faire ça non plus. Mais étant donné que le besoin est là, c'est clair, on l'a entendu. On a une belle collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi qui s'en vient, puis on va organiser un beau souper là, interculturel avec toutes sortes, les immigrants qui sont sur le territoire, puis sûrement aussi des menus québécois pour que nos cuisines se rencontrent et que les gens se rencontrent. Bien, je pense vraiment le fait qu'on est chanceux, au Témiscamingue, on a des nouveaux arrivants, des immigrants d'ailleurs, puis de pouvoir partager leur culture. Là, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent. Le candidat pour le Parti conservateur en Abitibi-Témiscamingue, M. Mario Provencher, effectuait une tournée de la région en compagnie du député M. Stephen Blaney, député conservateur dans Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. Ex-maire de Rouyn-Noranda, M. Provencher a annoncé qu'il se lançait dans la course en octobre dernier. De son côté, M. Blaney a été nommé parrain de la circonscription de l'Abitibi-Témiscamingue afin d'accompagner M. Provencher dans sa campagne. Les deux hommes se sont arrêtés dans nos studios afin de nous en dire davantage. Il est certain qu'avec l'expérience politique que j'ai acquise pendant 15 ans au niveau municipal, j'avais le goût de relever des nouveaux défis. En ayant défendu des dossiers, j'ai réalisé qu'il faut travailler à un niveau plus élevé pour pouvoir faire en sorte que le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue puisse mieux se développer. Alors, c'est pour ça que suite à j'ai été courtisé encore pour une énième fois par le Parti conservateur. Et là, j'ai dit oui, regarde, je suis prêt à y aller. Fait que depuis l'automne dernier, là, je suis annoncé comme candidat ici pour le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, on est bien content qu'il soit avec nous. Merci. Et en quoi le Parti conservateur reflète vos valeurs et celles que vous mettrez à profit pour la région? Bon, mais c'est certain que je viens du milieu des affaires. Alors, je suis un petit peu plus une personne au niveau de tout ce qui est les règles, puis l'égalité, où que je travaille. C'est plus dans mes valeurs.
Fait que écoute, les gens doivent se rappeler qu'en 2007, j'étais avec Mario Dumont. Alors, je pense que les gens m'associent déjà avec le Parti conservateur. J'aurais décidé d'aller sur une autre bannière. Les gens diraient, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que votre maladie a fait en sorte que vous avez... Non, c'est dans mes valeurs. J'ai toujours cru aux valeurs conservatrices, même si au Québec, on est moins conservateur. Je veux dire, on le voit moins au niveau de la députation parce qu'on a une particularité où on a un parti provincial qui est souverainiste, qui est le Parti québécois, qui a créé le Bloc. On voulait avoir notre petit coin de pays, mais maintenant, on est rendu à un stade où, si on veut conserver notre petit coin de pays, il faut s'en aller à Ottawa pour rapprocher comme mon parrain, parce qu'en passant, Stephen Blaney, il est ici pour deux raisons. Parce qu'il est député, mais il est le parrain de l'Abitibi-Témiscamingue, alors il est mon parrain. Alors, si j'ai des petites problématiques, je vais m'adresser à lui. Fait que notre volonté, c'est de rapprocher Ottawa des régions, parce que on est rendu trop éloigné. Le fait de toujours être dans l'opposition, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le même poids pour pouvoir développer notre territoire. Et justement, vous êtes en compagnie de l'honorable M. Stephen Blaney, député de Bellechasse, les Échemins-Lévis. Oui. M. Blaney, qu'est-ce qui a motivé votre visite en région? Bien, écoutez, c'est à la demande de mon chef, Andrew Scheer, qui m'a invité, comme on l'a mentionné. J'ai le privilège de travailler avec Mario en Abitibi-Témiscamingue et j'ai entrepris une tournée de 3 jours de consultations, de rencontres et de visites. Autant on a débuté à Amos dès le début de la semaine. Et là, aujourd'hui, je suis au Témiscamingue et j'ai plusieurs rencontres. On aimerait s'en faire plus. J'espère qu'on va revenir, mais on voulait casser la glace. Une bonne journée avec la neige qu'il y a à l'extérieur. Et donc, c'est vraiment pour prendre le pouls. Et je dirais l'objectif est... Je dois dire que la région est très dynamique, mais c'est vraiment de rebrancher l'Abitibi-Témiscamingue sur Ottawa parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent à Ottawa, qui ont des répercussions et des impacts ici, en région, dans nos collectivités, que ce soit par chez nous ou ici. Et je pense que Mario m'a démontré au cours des derniers jours qu'il y avait une très bonne connaissance du territoire. Mario, tu as le sang de l'Abitibi qui te coule dans les veines. Merci. Oui, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, principalement du Témiscamingue. Alors, on découvre plein de points de vue, comme on est passé par Nédélec, il y a des anecdotes. Il me dit ici, il se souvient du temps où il n'y avait pas d'asphalte sur la route, puis il me parle aussi des préoccupations environnementales. On est passé par une bleuetière, puis il m'a dit, Stephen, il dit, parce que je vais traverser le fleuve au mois de juillet cette année, il m'a dit, si tu veux que l'eau soit propre, c'est ici que ça commence. Fait qu'il y a une conscience environnementale, et ça, vraiment, c'est des valeurs conservatrices, même si parfois on l'oublie. Et vraiment, on a intérêt à faire en sorte que le Québec prenne toute sa place à Ottawa. Et pour moi, depuis bientôt 15 ans, c'est au sein de la formation politique des conservateurs. Donc, justement, vous êtes en visite ici au Témiscamingue. Est-ce que quels sont les dossiers qui seront mis en lumière au cours de cette visite? Premièrement, comme Sylvain vient de le dire, on s'en vient faire, comme on pourrait dire, du débroussaillage. Certains, là, on manque de temps. Il y a vraiment des choses qu'il faut discuter. On a parlé tantôt, il a parlé de la gestion de l'offre qui va affecter la production laitière. Je reviens, puis je veux continuer à refouiller le dossier de l'abattoir. Les dernières grandes discussions qu'il y a eu, c'était sous le gouvernement conservateur et depuis ce temps-là, il ne se passe plus rien, plus de son, plus d'image. Alors, je rencontre des gens pour repréparer ma prochaine visite ici. C'est certain, je n'aurai pas nécessairement tout le temps Stephen avec moi ou un autre député, mais je vais revenir de façon régulière, rencontrer des gens, autant au niveau de la MRC, pour faire en sorte de voir c'est quoi exactement toutes les problématiques, pour faire en sorte que l'industrie agricole puisse mieux fonctionner. Bien, comme par exemple, hier, on était à La Sarre, on a visité le moulin assis anciennement de Tembec et maintenant Ryam. Et évidemment, un des gros défis, c'est qu'on sait que ce moulin-là est dans le bois d'œuvre. Alors, on sait que présentement que le Canada, les entreprises canadiennes paient des tarifs avec les Américains. C'est un enjeu. On se souvient, en 2006, notre gouvernement conservateur avait obtenu une entente avec le gouvernement américain pour enlever les tarifs sur le bois d'œuvre. On a vu, par exemple, le secteur de la motoneige. Ce matin, à l'hôtel, on avait des gens de l'Ontario qui viennent, écoutez, dans le paradis de la motoneige. C'est un moteur touristique important. C'est plus juste une activité, un hobby.
Alors, c'est important. On a mis en place, les conservateurs, des programmes pour soutenir nos bénévoles qui entretiennent nos sentiers de motoneige, que ce soit en soutenant, par exemple, l'achat de resurfaceuses, qui sont des achats coûteux, mais quand on pense aussi à tout le volet de l'entretien des pistes. Donc, il y a beaucoup d'implications qu'on peut avoir de programmes. Présentement, le ministre du Développement économique pour le Québec est à Brampton, en Ontario. Donc, il n'est pas nécessairement au fait des réalités. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont conscients des réalités, de l'apport économique, du rôle économique que jouent ces éléments-là, comme la motoneige, comme le bois d'œuvre, dans des régions comme ici. La seule chose qu'on n'a pas par chez nous, c'est des mines d'or. Ça, on vous envie un peu pour ça. Dans la Témiscamingue, la Abitibi, la faille de Cadillac. Oui, mais c'est quand même une industrie à gérer. Mais regarde, de façon de on ne peut pas tout avoir. Hein? Il faut nous en laisser. Hein? J'aimerais un peu revenir sur votre rôle de parrain. En fait, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, d'avoir un parrain d'Abitibi-Témiscamingue? Bien, essentiellement, deux choses. Premièrement, c'est que je suis là pour Mario. Mario, premièrement, comme vous le voyez, est un politicien d'expérience, aguerri, un gars de terrain, mais c'est de lui donner l'opportunité, peut-être, s'il a besoin de support et d'encadrement pour comprendre un peu comment fonctionne l'appareil fédéral, quel rôle peut jouer au niveau logistique. Par exemple, c'est quoi être député? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des bureaux de députés? Comment, un peu, je dirais, l'expression, la poutine d'être parlementaire, puis aussi les orientations politiques, un peu comment on peut partager nos expériences. Mais je dois dire, j'en apprends autant que j'en donne. Par exemple, une grande qualité de Mario, c'est de toujours écouter les deux côtés d'une médaille pour se faire un point de vue. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en politique, c'est qu'on part un peu avec le bâton du pèlerin, sans nécessairement prendre le temps d'écouter, de se mettre dans la peau de l'autre. Et ça, c'est un enjeu important. Là-dessus, bien, si Mario a besoin de conseils en matière d'agriculture, ça va me faire plaisir de lui donner. Évidemment, je viens d'une région qui est une région agricole extrêmement dynamique. Et l'agriculture, c'est extrêmement important. C'est un écosystème qui permet d'assurer, je dirais, non seulement une occupation dynamique du territoire, mais également de créer de la richesse, créer des familles, des fermes familiales à échelle humaine qui sont vraiment un pilier de notre occupation, de notre développement régional. Et là-dessus, bien, c'est une valeur importante. Fait que là-dessus, Mario peut compter sur moi là, pour l'appuyer dans ses efforts, pour vraiment promouvoir l'agriculture et les régions au sein de notre formation politique. C'est ça. Un autre avantage du parrain, on sait que le gouvernement, c'est une très, très, très grosse machine. Lorsqu'on arrive en campagne électorale, quelqu'un qui n'est pas préparé, qui arrive et qui n'a pas de parrain, il ne sait pas aller chercher l'information. Moi, il est certain que si je fais des appels, je peux réussir à en avoir. Mais avec Steven, je peux avoir des informations plus pointues pour être capable d'être mieux préparé pour répondre aux questions que les journalistes posent ou que les citoyens, leurs préoccupations. Fait que c'est l'expertise, les contacts qu'il y a dans la boîte. Les gens ne peuvent pas imaginer la grosseur de la machine. Moi, j'ai des gens qui sont avec moi présentement parce qu'on est en train de préparer la campagne, qui ont fait à un autre niveau. Et on avait les commentaires hier là, d'un gars de mon équipe qui disait « Wow, c'est donc bien gros, ça n'a pas de sens. » là. Mais c'est ça. Il faut avoir des gens qui sont capables de nous faire cheminer là-dedans pour avoir les meilleurs outils possibles, pour donner le plus d'informations possible, pour faire en sorte qu'on soit élu au mois d'octobre prochain. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Chloé, pour l'entrevue. Ça nous a fait plaisir d'être dans vos studios ce matin ici avec TV Témis. Merci, puis j'espère qu'on va avoir la chance de se revoir. Les Pirates ont remporté la série Les Opposants aux Bulls de Bradford en 3 matchs, fort d'une victoire de 4-2 récoltée à l'étranger lors du match numéro 3. Une série plus difficile que prévu pour les joueurs d'Alain Mercier. Ils ont donc fait face à l'adversité dès la première ronde. Cela leur sera sans doute bénéfique pour le reste du parcours en éliminatoire. En deuxième ronde, rendez-vous avec les Civics de Newtecomset. Voici le reportage de Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates remportent la série 2-3 en 3 matchs grâce à leur victoire d'hier à Bradford. Après 2 matchs à Ville-Marie, la série était égale 2-2. La série a bien mal débuté pour les hommes d'Alain Mercier qui se sont inclinés 6-4 lors du match du 23 février. Beaucoup d'ambiance règne à l'Arena Frère Arthur Bergeron en début de match. Alex Montreuil donne le ton avec une solide mise en échec. Les Pirates offrent la première menace sérieuse du match à leurs partisans, mais seront incapables de capitaliser. Plus tard en période, une sortie hasardeuse du gardien Jean-Mathieu Ouellette mène au premier but des Bulls. Environ 1 minute plus tard, l'équipe écope d'une pénalité,
Puis d'une deuxième, les Bulls en profiteront pour doubler leur avance. C'est 2-0 en faveur de Bradford après la première période. Les Pirates amorcent la deuxième en avantage numérique et Vincent Blanchette obtient 2 chances en or. À 13-55, Christophe Beaulieu-Guimont marque en supériorité numérique sur des passes de Belrose et Terrien. Toutefois, les Bulls s'inscrivent de nouveau au pointage pendant un avantage numérique de Ville-Marie. Ce sera la fin pour Jean-Mathieu Ouellette devant le filet. Il est retiré du match au profit de Giulio Costa. Cela semble fouetter les joueurs des Pirates. Sonny Boire marque sur une belle passe de Vincent Blanchette. Encore une fois, Bradford réplique aussitôt. C'est 4-2 Bulls après 40 minutes. En troisième période, les Pirates réduisent l'écart en supériorité numérique alors que Josh Labelle marque contre ses anciens coéquipiers. À 12-04, les Pirates sèment l'hystérie dans l'aréna Frère Arthur Bergeron en créant l'égalité 4-4 grâce au but d'Hugo Bloom. Moment crucial à 6 minutes 39 alors que Ville-Marie évolue avec un homme en plus. Ils ont l'occasion de prendre les devants pour la première fois du match. Mais, coup de théâtre, ce sont plutôt les Bulls qui marquent en infériorité numérique. Avec moins d'1 minute à faire au match, les Pirates retirent leur gardien au profit d'un 6e attaquant. Bradford en profitera pour concrétiser sa victoire en marquant dans un filet désert. Défaite frustrante de 6-4 des Pirates. Analyse, je pense qu'il faut donner crédit aux Bulls. Les Bulls se sont présentés, ils ont joué très physique. Les avantages numériques, le powerplay a fonctionné sur un, mais on a donné 2 goals quand même sur le powerplay. Les contre Rattlers, l'année passée, on a parti la série dans ce genre-là. On avait trop des powerplays, mais on se faisait scorer ces powerplays. Il faut corriger cette situation-là, c'est sûr et certain. Il faut être plus agressif quand tu as un avantage numérique. Mais c'était un match que tu as oublié. Tu peux pas. Comment est-ce qu'on verrait la ville à l'envers et on peut pas rien faire. On l'a perdu. Demain, on s'en reprend en main. Puis ils savent, les gars, j'ai pas besoin de faire un gros speech de motivation. Là, on regarde. Et on va sortir fort de même, c'est tout. Les Pirates faisaient donc face à l'élimination dès le lendemain, toujours du côté de Ville-Marie, lors d'un match disputé à une heure inhabituelle, soit 11h30. En première période, le jeu est serré. Les deux équipes ne voulant pas commettre d'erreurs coûteuses. Les plus belles chances appartiennent toutefois aux Pirates. Écoute, au début, on était un peu stressés parce qu'on l'a échappé hier. Mais avec notre début de match, toute la game, on n'était plus vraiment stressé parce qu'on dominait tout le long. C'est sûr qu'il y a eu 2-3 chances de marquer, ils ont mis dedans 2 fois. Mais on n'était pas stressé avec l'offensive qu'on a, puis on les a mangés toute la game. Fait que c'était autrement, c'était pas autrement qu'on gagne. Le mercredi, un match à Bradford, comment vous entrevoyez ça? Ça va être quoi la clé pour battre les Bulls à domicile, chez eux? Juste faire la même chose qu'on a fait là, ici. Travailler, mettre des pucks au net. Juste mettre un peu plus de trafic en avant du net. Puis rester discipliné, parce que là, on joue à l'extérieur, ça va être un peu plus difficile, mais juste travailler, puis ça va bien aller. Ville-Marie entreprend la deuxième en force. À 16 minutes 28, après une percutante mise en échec de Sonny Boire, le joueur de Bradford reste étendu sur la glace. Pour sa part, Boire écope d'un 5 minutes de pénalité et sera expulsé de la rencontre. Hugo Bloom redonne le sourire aux partisans des Pirates en marquant sur une passe de Belrose. Les Bulls sont coriaces et répliquent moins de 10 secondes plus tard. Avec environ 3 minutes à faire à la période, Justin Rivet marque sur une passe de Blanchette, mais Bradford réplique à nouveau. C'est sûr qu'on était pas mal tous stressés, mais c'était un bon stress. On l'a bien géré, puis on voulait vraiment gagner. On a joué vraiment en équipe ce soir, puis ça a apparu. Personne chialait, puis c'était vraiment le fun. C'est de travailler tout le temps, c'est l'intensité. Si on s'assied sur notre talent comme qu'on a fait la première game, on va se faire battre. Il faut rester soudé, rester, comme on le répétait, on est une famille. Si on joue pas en tant que c'est nos meilleurs chums, on commence à s'envoyer chier, ça marchera pas. Il faut rester unis et on se tient jusqu'au bout. Le jeu robuste est à l'honneur en fin de période. Ça promet pour la troisième. C'est toujours l'égalité après les 60 minutes réglementaires. Le sort des Pirates se décidera donc en prolongation. C'est Samuel Bégin qui joue les héros en surtemps. Les spectateurs présents démontrent toute leur joie et se font bruyants comme jamais auparavant. Rendez-vous à Bradford pour le match décisif. Je pense que le mot d'ordre d'avant la game, c'était de jouer en équipe. Les gars sur le banc, on disait pas un mot. Les calls des refs, on les respectait, ce que normalement on faisait pas. On était pas mal plus disciplinés. Je pense qu'on a vraiment dominé le match dans l'ensemble. Leur goaler a fait une bonne job. Je pense que le Nôtre aussi a fait une bonne job aujourd'hui. Ça a été une game serrée quand même. Ils ont été opportunistes, mais je pense qu'on la méritait et on est allé la chercher à la fin de la game. Vraiment un but en prolongation comme ça, est-ce que c'est le but le plus important de ta carrière? Ah, c'est sûr que c'est des buts les plus importants, c'est sûr.
peut-être pas le plus, mais ouais, c'est sûr que c'est dans mon top 5 d'après moi. Le but en prolongation, c'est quand on est face à l'élimination, c'est sûr que c'est tout le temps le fun à faire. Là. C'était pas facile du tout. On avait beaucoup de pression parce que si on perd, on va à la maison. Pas de monde voulait aller à la maison. Et s'il y a pression pour gagner ce match, les Bulls ont joué bien, mais on a joué petit peu mieux. On a pris jusqu'à la prolongation pour gagner, mais c'était bien pour l'équipe. Ils sont en train de faire une partie dans le vestiaire. Tout le monde est content. On va gagner aussi mercredi. Un reportage de Francis Prudhomme pour TVT Miss. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Le 42e Salon des trappeurs et de la fourrure se tenait du 1er au 3 mars dernier au Centre des congrès et d'exposition de Lévis. Cette année, en plus de présenter les différents produits issus du piégeage et du commerce des fourrures, le salon a organisé un concours afin d'inviter les designers à proposer des concepts pour convaincre le Comité olympique canadien d'introduire la fourrure aux vêtements des athlètes canadiens lors des prochains Jeux olympiques d'hiver. Et voilà qu'une entreprise témiscamienne, le gros trappeur fourrure de Nidlec, a remporté les honneurs et verra son travail présenté au Comité olympique. En entrevue à CKVM-FM, Claude Cardinal, copropriétaire, a indiqué qu'il s'agit bien sûr d'une grande fierté, mais aussi d'une grande visibilité pour leur entreprise. Il ne reste qu'à attendre l'approbation finale du Comité olympique et alors là, tous les athlètes canadiens arboreront le chandail du gros trappeur fourrure lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Beijing en 2022. Les journalistes de Radio-Canada Régional, Piel Côté et Jean-Marc Belzile ont indiqué dans un récent article que la Sûreté du Québec se ravise et promet un reconstitutionniste de niveau 4 pour l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit du seul agent suffisamment formé pour enquêter sur des scènes d'accidents pouvant mener à des accusations criminelles. Tel que nous vous l'indiquions la semaine dernière, le seul policier suffisamment formé dans la région pour occuper ses fonctions n'est plus disponible depuis 2016 et jusqu'en 2020, il travaille au syndicat à temps complet. En début de semaine, la Sûreté du Québec affirmait pourtant qu'au cours des 3 dernières années, les interventions nécessitant un agent de niveau 4 avaient été peu fréquentes en Abitibi-Témiscamingue, avec une moyenne de 8 interventions par année, c'est-à-dire 10 en 2016, 5 en 2017 et 9 en 2018. Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec interrogée par les 2 journalistes, Joyce Kemp, d'ici à ce qu'un reconstitutionniste supplémentaire de niveau 4 soit formé pour la région, un autre sera placé en disponibilité afin de réduire les délais d'intervention. La SQ affirme aussi qu'une nouvelle technologie devrait être disponible prochainement afin de pouvoir intervenir plus efficacement. Selon Radio-Canada, il a été impossible de savoir à quel moment le nouveau reconstitutionniste entrera en fonction, mais la formation est d'une durée de 4 semaines approximativement. Hydro-Québec compte réaliser des travaux majeurs sur l'évacuateur principal rapide des îles à compter du printemps prochain. Tel que décrit par Radio-Canada Régional, il s'agit de travaux de remplacement des vannes et mécanismes de levage de l'installation. L'entreprise va procéder à la fermeture du pont enjambant l'ouvrage pour 2 ans, soit la durée des travaux. Le chemin des Rapides des Îles sera également fermé durant cette période. La conseillère Relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Luce Chartier, a indiqué que de la signalisation routière sera installée ainsi que de la signalisation sur les sentiers de Récréo des 15. D'ailleurs, Hydro-Québec a déjà rencontré les responsables de la corporation Récréo des 15. Elle compte également informer les municipalités voisines. Selon un article diffusé sur le site Internet de ICI Radio-Canada Régional, la députée d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, prétend que l'assurance-emploi discrimine les femmes. C'est pourquoi la députée néo-démocrate exhorte le gouvernement libéral à respecter sa promesse de réformer la loi sur l'assurance-emploi. En Abitibi-Témiscamingue, les travailleurs doivent accumuler un minimum de 665 heures dans la période de référence pour être admissibles à l'assurance-emploi. Et selon Christine Moore, plusieurs femmes qui occupent des emplois à temps partiel ne se qualifient pas à l'assurance-emploi. Selon le mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, les femmes ne reçoivent que 73 % en prestations régulières pour chaque dollar cotisé.
Par voie de communiqué, la Sûreté du Québec indique que plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur l'ensemble du territoire québécois. C'est dans le cadre de la 15e édition du mois de prévention de la fraude. La campagne nationale 2019 se déploiera sous le thème « Être vigilant, c'est payant ». Chaque année, de nombreux Québécois et Québécoises sont victimes de fraude, mais la plupart peuvent être évités en s'informant et en restant vigilants pour les identifier et se protéger efficacement. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d'urgence et la pression pour arriver à leur fin. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d'un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l'information, mettre en doute l'appât du gain trop facile et surtout ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. Ainsi donc, du 1er au 31 mars 2019, les volets suivants seront abordés: la contrefaçon de billets de banque, le vol et les fraudes d'identité, les fraudes par carte de paiement, les fraudes liées à un paiement urgent, l'arnaque amoureuse et le rançongiciel, c'est-à-dire les fraudes liées aux crypto-monnaies. Selon les statistiques du Centre antifraude du Canada, en 2018, les fraudes ont occasionné des pertes financières totalisant 17 millions de dollars au Québec et à elles seules, les fraudes d'identité ont coûté 5 millions de dollars aux victimes québécoises. Le hameçonnage demeure le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de victimes au Québec en 2018, c'est-à-dire 514 victimes. Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police locale. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers ou encore au Centre antifraude du Canada. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 1-888-495-8501. Le 24 février dernier, un événement bien spécial a eu lieu à Saint-Bruno-de-Guigues et la journaliste Claudel Rivard l'a relaté dans un article du journal Le Reflet. Ainsi, plusieurs personnes sont venues fêter les 60 ans de profession religieuse de sœur Céline Dallaire. Le tout a commencé par une Eucharistie personnalisée célébrée par le curé Rénal Dufour. Une soixantaine de personnes étaient présentes pour l'événement et les gens se sont ensuite dirigés à la salle de l'Âge d'Or où 115 personnes ont profité du dîner spaghetti organisé par les Chevaliers de Colomb. Sœur Céline Dallaire a reçu 2 hommages, l'un de Carmen Côté, mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues, et l'autre de Roger Lance pour la paroisse. Elle a également reçu un panier cadeau de produits du terroir, un diplôme honorifique et un album souvenir. Sœur Céline Dallaire a actuellement 2 postes. Elle est agente de pastorale diocésaine et aussi agente de pastorale régionale. Depuis qu'elle est toute petite, sœur Céline Dallaire est appelée à la vie religieuse. Elle était professeure au préalable et avait demandé à être accompagnée pour s'assurer qu'être sœur était ce qu'elle voulait vraiment. Et tout au long du processus, que ce soit le postulat, le noviciat ou toute autre étape avant l'engagement perpétuel, sœur Céline Dallaire a toujours senti son désir de devenir sœur s'intensifier. Et voilà ce qui conclut Info-Témis pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence. Nous vous invitons aussi à continuer de nous suivre via notre page Facebook et visiter aussi notre site web témis.tv pour avoir tous les détails de notre programmation. À la semaine prochaine! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.